Bonsoir et merci d'avoir répondu à l'invitation des Amis de Léo Figuère et de la médiathèque Pablo Neruda pour accueillir pour une rencontre l'écrivain Patrick Besson qui nous a fait le grand plaisir d'accepter de venir à Malakoff et je l'en remercie vraiment chaleureusement. C'est un plaisir et aussi un privilège. Je voudrais remercier aussi la municipalité de Malakoff qui nous a permis d'organiser aussi cette initiative. Je voudrais aussi saluer et remercier l'entreprise Michel Rollet qui va enregistrer une vidéo sur la conférence et sur le débat de ce soir et qui sera mise sur le net. Michel nous dira comment et sur quel site. Je voudrais aussi vous présenter Nicolas d'Ambroise, professionnel du cinéma et aussi acteur, comédien de théâtre, qui lira des extraits des livres de Patrick Besson, et je l'en remercie. Comment va se dérouler la soirée? Ce sera un échange entre vous et l'auteur, Patrick Besson, et ça tournera autour du thème, comme vous l'avez vu, qui s'intitule « Roman, politique et révolution », et autour de 3 livres, ce qui a motivé d'ailleurs cette soirée. Le premier livre, c'est « Ne mets pas de glace sur un cœur vide ». C'est un roman qui se déroule à Malakoff. Vous verrez, on en reparlera. Le deuxième, « Tout le pouvoir aux soviets », sorti pour le centenaire de la Révolution d'octobre, et qui mêle la grande histoire et aussi les sentiments. Et enfin, un tout nouveau, tout frais, ou tout chaud, comme vous voulez. Il vient de sortir des presses. Il est sorti le 10 octobre. C'est Le milieu de terrain. Il nous plonge dans le milieu du football, dans le football business, à travers l'histoire d'un club du Sud-Ouest, à côté de chez moi d'ailleurs. C'est absolument passionnant puisque j'ai eu le privilège de pouvoir le lire. Voilà. Je voulais vous dire que ces livres sont à votre disposition sur la table du fond, présentés par la librairie L'Île aux Pages, que je remercie. Et ces livres pourront être dédicacés par Patrick Besson en fin de soirée. Et je n'oublie pas, pour terminer, que la soirée pourra être clôturée par un petit buffet sympathique. On appelle ça un vin d'honneur, avec des accompagnements. Et ça se déroulera évidemment pour clôturer la soirée. Et tout d'abord, je vais passer la parole à M. Cibot, qui est président des Amis de Léo Figuère, qui va nous dire quelques mots sur l'association et sur les activités de cette association. Ah, excusez-moi. Alors, on vient de nous dire qu'effectivement... Tu vas le faire? Oui. D'accord. Donc, merci Gilles. Merci à tous d'être venus, nombreux, pour cette soirée. Je sais qu'il y a d'autres initiatives, notamment l'une d'elles qui retient notre Madame la maire de Malakoff, qui est partie pour lancer un week-end Malakoff raconte Malakoff. Donc il y a beaucoup de gens qui racontent Malakoff finalement. Quelques mots, la plupart des présents connaissent les Amis de Léo Figuère. Un certain nombre d'ailleurs ont bien connu Léo Figuère. Donc en quelques mots, une association pas faite pour, j'allais dire, admirer de façon intuitu personnée les personnes, mais pour simplement célébrer le fait que Léo Figuère a écrit une vingtaine de livres et participé évidemment à la vie politique de son pays, plus à la vie locale, puisqu'il a été maire pendant 30 ans. Bon, je crois que tout le monde le sait, mais c'est bien de le rappeler et de rappeler l'ambition de l'association, qui est justement de mettre en valeur ou de faire en sorte qu'on n'oublie pas ce patrimoine local qui est aussi, qui a une dimension nationale, voire même internationale, puisqu'il a écrit sur le Vietnam et sur un certain nombre d'événements mondiaux. Je vous invite évidemment à lire ces livres. Ils doivent être tous présents à la bibliothèque de Malakoff, presque tous. Bon, on regardera ceux qui manquent. Il en a écrit une vingtaine. Bon, ça va. Comme vous le savez aussi, tous les ans, nous organisons une ou deux manifestations de caractère culturel pour rappeler
en liaison avec l'histoire de Malakoff, avec les œuvres de Léo, et nous faisons en sorte que ça s'inscrive dans la vie locale qui est assez riche du point de vue culturel. Le prochain événement qui aura lieu à la salle des fêtes de Malakoff, donc le 10 novembre, sera consacré à une idée on a intitulé ça « De l'éducation populaire à la culture, Malakoff à l'avant-garde ». Une manière de rappeler que depuis 1925, la mairie de Malakoff est dirigée par des élus communistes et progressistes, et que ce travail a permis de passer d'une petite bourgade sans grande activité culturelle à une ville qui possède une médiathèque, un théâtre, un cinéma, et j'en passe. Et donc, expliquer le processus qui a conduit de l'éducation populaire, parce qu'au départ, c'était associatif, c'était ce qu'on appelle l'éducation populaire, et c'est passé à un aspect plus large, plus culturel. Et avec, je pense, on ne va pas ouvrir le débat aujourd'hui, mais dans la période actuelle, il est intéressant de rappeler un certain nombre de choses de cette nature, parce qu'on s'aperçoit que la culture est indispensable, mais que parfois, elle n'empêche pas certaines dérives, comme on en voit actuellement, pointées un peu partout. Voilà. Donc, c'est tout, moi, ce que je voulais dire. Je pourrais évidemment répondre à des questions sur l'association. Je souhaite que vous soyez nombreux à la rejoindre, à payer votre cotisation, et on vous a accueilli, hein, comment Annick et Claude vous ont accueilli. Je remercie d'ailleurs l'ensemble du bureau qui fait vivre cette association, ce qui n'est pas toujours simple de faire vivre des associations. Et voilà, en gros, ce que je voulais dire. Merci, ça marche, oui. Je vais faire une petite présentation quand même de notre invité, s'il le permet. OK. Donc, on en avait parlé à travers nos différents flyers, nos différents documents. Alors, quand on présente M. Besson, star de l'édition, la première erreur à ne pas, c'est ce que j'ai vu, la première erreur à ne pas commettre, c'est déjà de se tromper sur le prénom. Oui, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé avec les Besson ces dernières années, mais quand moi je suis apparu sur Terre, les gens les plus célèbres, c'était les Dupont. Et tout d'un coup, il n'y a plus de Dupont, et ils ont été remplacés par les Besson. Alors moi, j'avais proposé par Image de faire une photo avec tous les Besson, et ils m'ont dit non, on n'a pas des pages assez grandes. Du coup, voilà. Donc, et il y a un certain nombre de gens qui m'ont même félicité parce que j'étais nommé consul à Los Angeles. Donc vous connaissez le consul, vous connaissez aussi le réalisateur, et vous connaissez, mais ça, bon, c'est peut-être pas un compliment, le soutien Besson de Sarkozy. Bon, enfin bref. Ah ouais, mais il s'est consacré au football après. Il a acheté un club de foot qu'il a revendu aussitôt, qui est le Blanc-Ménil, voilà, dont j'ai assisté à plusieurs matchs. D'ailleurs, il est remercié à la fin du milieu de terrain parce qu'en effet, je suis allé le voir à ce propos, enfin pour le football, pour la politique, on n'en a pas parlé. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Patrick Besson est un auteur précoce. À 14 ans, il publiait ses premières nouvelles dans une revue. Et jusqu'à l'âge de 11 ans, il disait qu'il s'ennuyait. Jusqu'à la lecture d'un livre de Tolstoï, excusez du peu, à l'âge de 11 ans, Guerre et paix. Et là, c'était la révélation. Ouais, en fait, jusqu'à 11 ans, tous les jours, je me disais, mais si ça va être comme ça, la vie, ça va pas être terrible. Enfin, j'étais, oui, en effet, comme beaucoup d'enfants, enfin, en tout cas, un certain nombre, j'étais sensible à l'ennui, quoi. Et le jour où j'ai ouvert un livre, j'ai compris que j'étais sauvé. Enfin, j'ai compris qu'il y avait un truc qui m'ennuyait pas, et c'était la littérature. Donc, c'est en fait exactement, c'est la biographie de Tolstoï par Troya qui m'a amené à lire Guerre et paix, mais j'avais alors 11 ans et je comprenais pas bien l'histoire parce que j'avais pas compris qu'elle se passait à la fois à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Et après, bien sûr, j'ai relu Guerre et paix, là, j'ai compris. Donc à partir de là, vous n'avez pas arrêté ni de lire, et c'est un peu pour ça que vous avez raté la première fois votre bac. Oui, parce que j'étais en train de lire et j'ai pas voulu m'arrêter. Mais j'ai eu l'année d'après. Hein. Oui. Je rassure les professeurs, c'est ascendant.
Et puis d'écrire. Et là, vous avez écrit effectivement une quantité de livres. Et votre premier livre publié chez un grand éditeur, c'est Les petits mots d'amour. Ouais, en Les 1900... pluriels, excusez-moi, le pluriel de mal d'amour, pour ne pas se tromper. En 1974, ce qui fait que là, c'est ma 44e rentrée littéraire. Je dois dire, ça commence à être long. Hein. Oui, parce que vous êtes auteur de plus de 70 livres, donc Non, j'ai écrit 37 romans. Oui. Et j'espère m'arrêter là, parce que 37 est un chiffre sacré, puisque c'est l'âge où Pouchkine est mort. Donc, et puis le reste, c'est des recueils d'articles parce que j'ai écrit dans les journaux pratiquement en même temps que j'ai publié mon premier livre, j'ai écrit dans les journaux. Et d'ailleurs, mon premier article, ça s'appelait Patrick Besson à l'Académie française. Ben, c'est toujours pas. Voilà. Mais par contre, l'Académie parce que j'avais française assisté à une réception de l'Académie. vous a attribué son prix pour Dara en 1985. En 85, ouais. C'était sous Mitterrand. Ouais. Et puis après, vous avez écrit Les Brabants, la saga là, d'une famille un peu déjantée de la région parisienne. Oh, ouais, je voulais écrire un roman d'amour, et puis je sais pas pourquoi. Enfin, je voulais écrire l'histoire d'une femme qui aimait un homme en dépit de tout, parce qu'au fond, l'amour, c'est aimer quelqu'un en dépit de tous ses défauts, quoi. Et ça a tourné très, très bizarre, ouais. Et oui, non, parce que c'était aussi l'histoire du gendre, parce que le gendre, c'est toujours un personnage angoissant pour une famille. C'est celui qui prend votre fille, on ne sait jamais vraiment ce qu'il a derrière la tête. Il peut être trouble, il est bizarre, et lui-même est dans une position difficile parce qu'il est dans une famille qui n'est pas la sienne et dont dans quelque sorte, il a pris le fleuron. Et donc, je voulais qu'après ce livre, les gens n'aient plus jamais peur d'un gendre, parce que le mien était le pire de tous. Voilà. C'était l'histoire d'un type abominable qu'une femme géniale aime jusqu'à la mort. Voilà. C'est pour ça que j'ai eu le prix Renaudot. Ouais. Parce que c'était un vrai roman. Vous êtes auteur de livres, mais aussi journaliste, polémiste, chroniqueur, etc. Vous êtes un homme à multiples facettes. Vous avez écrit dans différents journaux. Et là, tous. Et ce qui étonne, c'est la diversité des journaux dans lesquels vous avez écrit. Bah ouais, mais ça, c'est un peu à cause de la durée, quoi. C'est-à-dire sur une quarantaine d'années, forcément, sauf si on s'appelle Jean d'Ormesson, on écrit dans différents journaux, quoi. Pas que Le Figaro, je veux dire, l'Humanité aussi, et puis Le Point, et puis Révolution, et puis l'Humanité dimanche, etc. Et vous dites, ce sont les mêmes idées de gauche et le même style de droite. Alors donc, s'il y a un style de droite, il y a un style de gauche. Alors, il faudra que vous nous éclairiez aussi là-dessus. Oui, enfin, dans l'histoire de la littérature française de ces dernières années, en effet, on considère que les gens qui ont un style un peu vif et pas violent, parce que j'aime pas trop ce mot, mais un peu ironique, un peu brutal par certains aspects, on peut penser que c'est plutôt des gens de droite, alors que les gens de gauche ont un style plus doux. Alors, quand on est de gauche avec un style de droite, tout le monde est perdu. Alors, enfin, pas tout le monde, bien sûr. Mais... Et alors, vous vous interrogez en particulier sur la crise de la librairie. Ah oui. Est-ce que le lecteur, demain, va disparaître ? Est-ce que ce sera un plaisir de passer ? Ouais, mais quand Homère a fait paraître l'Iliade, d'abord il était aveugle, donc il n'a jamais pu se relire. Ensuite, il n'avait pas d'éditeur. Et en plus, il n'y avait pas de manuscrit. C'est-à-dire que c'est un livre qui, pendant des siècles, a circulé de façon orale, parce que les gens s'en souvenaient. Et quand on a commencé à l'écrire, ça a été un énorme best-seller, et ça l'est toujours, et pour de très bonnes raisons. C'est deux très jolies histoires, une histoire de guerre, une histoire de voyage et d'amour. Et on a gardé... Beaucoup de choses de l'Antiquité ont disparu, mais on a gardé Homère tout simplement parce que il y avait le plus gros tirage. Enfin, il avait été recopié un nombre très important de fois. Donc c'est comme ça qu'il a pu être sauvé, par son succès. Vous vous définissez aussi comme un communiste non pratiquant. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Je suis communiste et je pratique pas. C'est une position pas pratique. Mais c'est comme ça. Mais il y a plein de... Par exemple, les catholiques pas pratiquants, on leur dit rien. Je veux dire, ils naissent, on les baptise, après ils se marient à l'église, après ils se font enterrer par l'église, et entre-temps, on les voit pas à la messe. Et ils trouvent ça parfaitement normal. Et pourquoi un communiste, ce serait pas pareil ? Il va pas à la fête de l'humanité, il vend pas le journal, et il est quand même communiste, en fait. Et vous préférez la révolte à l'indignation ?
Oui, indigné, c'est un terme, je trouve, un peu bourgeois. Oui. C'est pour ça que le indignez-vous de Stéphane Hessel m'avait pas emballé. Je suis indigné. Ça veut dire déjà que la dignité est dans notre camp, mais qui peut prétendre que la dignité est dans son camp à lui et pas dans celui de l'adversaire? Alors que la révolte, ça me semble, bon, une chose nous révolte, c'est une évidence. Alors, on fait quelque chose pour ou quelque chose contre, mais en tout cas, on ne s'indigne pas, on ne se met pas comme ça une carapace de respectabilité pour dire, oh là là, ça c'est vraiment mal. Et pour en revenir à votre style, on le dit mordant. Est-ce que c'est de droite ou de gauche? Ouais, bah c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est considéré comme de droite, alors que ça peut très bien être de gauche. Le dernier écrivain communiste qui d'ailleurs a cessé de l'être après le fameux rapport Khrouchtchev, c'était Roger Vaillant. Et c'est à la limite celui dont je me sens le plus proche par certains aspects, pas tous. Mais... Et vous vous sentez à l'aise dans un rôle d'agitateur polémiste? Bah, si les choses qui vous révoltent, si vous avez les possibilités de vous exprimer, il faut le faire. Et dans la mesure où vous exprimez sur des choses qui vous révoltent, vous créez une polémique et vous faites une agitation. Donc, je dirais qu'en quelque sorte, la polémique et l'agitation, elles dépendent pas de moi. Elles sont naturelles du fait que j'écris ce que je pense. Et ce que je pense est souvent à l'envers de ce que pensent beaucoup de gens. D'accord. Et alors, ce qui nous a surpris, enfin m'a surpris, c'est que vous êtes supporter de 7 clubs de foot. Alors, je les cite quand même, les clubs de foot, parce qu'ils sont d'autant que là, j'ai plein de problèmes avec l'Étoile Rouge de Belgrade. Il soutient l'OGC Nice, l'AS Monaco, l'Étoile Rouge de Belgrade, Amiens, le PSG, Blanc-Ménil, et surtout le Red Star. Alors peut-être à cause de l'Étoile Rouge, je sais pas. Non, parce qu'en fait, le Red Star, il n'a aucun lien avec l'Étoile Rouge. Hein. En réalité, au départ, c'est un club qui est devenu un club communiste, mais au départ, c'était un club de grands bourgeois qui a été créé par M. Rimet, fondateur de la Coupe du Monde. Et ça a été créé au Gros Caillou, dans le 7e arrondissement de Paris. Et progressivement, ils se sont retrouvés à Saint-Ouen, puis à Saint-Ouen, c'était communiste. Alors c'est devenu l'unique club, je pense, de foot qui a été ouvertement un club engagé politiquement. Le slogan, c'est « Notre cœur, notre force ». Et donc je terminerai par une citation d'un journaliste que j'ai bien aimé, qui disait « Littérature, politique, société, médias, télévision, rien de ce qui constitue le présent n'est étranger à Patrick Besson. » Donc ça veut dire que ce soir, on va avoir une... Ouais, j'aime bien le présent, oui. C'est lié au fait que j'ai très peu de mémoire aussi. Donc je m'accroche au présent. Voilà, on passe peut-être à la lecture. Ouais. Alors je passe le micro à Nicolas. Juste peut-être... Donc le premier extrait, voilà, c'est le tout début. Oui, je sais pas. Ah d'accord, je pensais. Donc c'est le tout début de. Oui, c'est le tout début. C'est les premières pages, c'est ça qu'on avait choisi. Oui, c'est ça. Ne mets pas de glace. Ah oui. J'étais leur voisin à Malakoff, il y a plus de 20 ans. À cette époque, le réchauffement de la planète s'appelait l'effet de serre. Ils m'ont enfermé dans leur serre où ils m'ont réchauffé, surtout elle. La vie est un processus de refroidissement, au contraire de la météo. Vincent et Karima Lagarde sont entrés dans mon frigo des Hauts-de-Seine, où ils ont accumulé leurs baisers, leurs caresses, leurs querelles, me forçant en quelque sorte à en sortir. Notre immeuble faisait l'angle du boulevard Gabriel-Péri et de l'avenue du Maréchal Leclerc, toutes ces rues des banlieues françaises portant des noms de résistants, alors que sous l'occupation allemande, elles abritaient 95% de pétainistes. On eût dit la proue d'un navire. J'étais au 3e étage, Vincent et Karima au 4e. La bâtisse donne plein ouest. Les jours de beau temps, on avait le soleil dans les yeux dès la fin du déjeuner. Car j'habite toujours ici. Eux, ils ont quitté Malakoff depuis longtemps. Lui pour le cimetière de Bagneux, elle et leur enfant pour une destination inconnue. Karima ne s'est pas manifestée à moi depuis la mort de son mari. J'ignore pourquoi, car nous ne nous sommes pas quittés fâchés et je n'ai pas tué Vincent. J'aurais peut-être dû, mais tu ne tueras point. Karima aussi est innocente, moins que moi, mais pas assez coupable pour être recherchée par la police, ou par moi.
La technologie dont on dispose à présent n'existait pas dans les années 90, mais si je l'avais eue à ma disposition, m'en serais-je servi? J'aime que les gens disparaissent de ma vie. Ça me donne une excuse pour ne pas m'en occuper. Refiler le bébé, c'est le cas de le dire, à quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais trouvé de Karima Lagarde sur Internet, ni son nom de jeune fille, Karima Mabrouk, ni même celui de son fils Igor, qui a aujourd'hui un peu plus de 20 ans. Peut-être sont-ils morts tous les deux, dans un accident d'auto ou d'avion, le naufrage d'un ferry. Voyager était l'une des obsessions de l'Algérienne, et on meurt souvent en voyage. Mais j'ai une bonne raison de penser que Karima n'est pas morte. Je préfère néanmoins ne pas en être sûr. J'ai un certain goût pour le doute, n'ai jamais été moi-même persuadé d'être sur Terre. Et comment croire à la mort? Est-ce que je l'aimais? Je veux dire lui. Elle, tout le monde l'aimait. Elle se jetait sur vous comme si ses seuls buts dans l'existence étaient de vous écouter, de vous consoler, de réparer quelque chose dans votre appartement ou votre psyché, de vous réconcilier avec quelqu'un. Il y avait naguère un mot pour qualifier ce genre de personne. Serviable. Il est démodé. Comme naguère. Karima, dès qu'elle apparut à Malakoff, enchanta les habitants de notre quartier, puis ceux des immeubles voisins. Elle aurait été élue maire sans difficulté, faisant basculer la ville pour la première fois à droite. Lui, personne ne l'aimait. Il vous tenait quelque temps sous son charme froid, qu'il détruisait exprès, fatigué d'avance de l'amitié que vous étiez prêt à lui donner. Non, je ne l'ai pas aimé. Parce qu'il me ressemblait, j'ai eu peur par moments d'être lui. Elle l'aimait pour une raison qui faisait qu'elle ne l'aimait pas. C'est compliqué comme un monologue de Corneille, mon sujet de maîtrise à la Sorbonne en 1973. La scène, comme l'écrivait Corneille, se passe à la fin du siècle dernier, quand les Français apprirent à marcher et à téléphoner en même temps. L'exercice se compliqua quand ils chaussèrent des patins à roulettes. Aucun psychologue de radio et de télévision ne se pencha alors, à ma connaissance, sur ce brusque besoin d'enfance d'une nation entière. Bientôt, on se cacherait pour fumer, comme en pension. On ne mangerait plus à table, comme nos parents, mais debout, dans une cuisine ou dans un fast-food, comme des ados. J'enseignais les lettres. J'ai pris ma retraite depuis, au lycée Michelet de Vanves. J'y allais à vélo, précédant de plusieurs années ce qui allait devenir une mode chez les hommes et les femmes de mon âge. Sous prétexte de maigrir, ils régressent. Je suivais Gabriel Péry, Laval, Ernest, car Pierre n'a pour l'instant son artère dans aucune ville de France. Mais lorsque ces pages seront imprimées et lues, Dieu sait quand, ça aura peut-être changé. Fratacci et le boulevard du lycée. La récompense était, quelques heures plus tard, de le redescendre en roue libre. La liberté. Et parfois le sentiment que seules les roues de mon vélo l'ont connu. Malakoff n'a pas l'air d'une ville de banlieue. On dirait un gros bourg de province qui se serait accroché à la comète Paris par suite d'un accident spatial. Les immeubles d'habitation ont une taille modeste, sauf quelques barres de HLM qui pointent à l'horizon comme une anomalie sociale et architecturale. Du coup, on voit bien le ciel changeant. Il a des humeurs, comme un directeur de journal à la retraite ou une prostituée retirée du trottoir, bouffée de chaleur estivale ou pluie de larmes d'automne. Il passe du gris le plus étouffant au bleu le plus libre en quelques secondes. Le visage des villes communistes reste jeune, comme celui des gens qui ne boivent pas d'alcool, ni ne fument, ni ne mangent de viande et font du vélo. Exemple, moi. De loin, on dirait que je suis un de mes anciens élèves de Michelet. Ça doit être pour ça que je laisse peu de gens m'approcher. Les promoteurs immobiliers sont à Malakoff tombés sur un os. Le maire. Le paysage urbain est en gros celui de 1925, date à laquelle la ville passa à gauche pour ne plus se réveiller. J'habite à une centaine de mètres de la première distillerie de Claxin. Liqueur de 1775 à 24 degrés, devenue, après la Seconde Guerre mondiale, apéritif de 18 degrés, sans pour autant freiner son déclin dans ces bistrots de France, de moins en moins nombreux et où on sert de moins en moins d'apéros. C'est aujourd'hui un lieu réservé à l'événementiel, murs gris et chaises à petits dossiers.
J'aime aussi les grandes et élégantes jeunes femmes noires qui, après leur pause déjeuner de 45 minutes, regagnent un atelier ou un bureau. J'ai fini par en épouser une, du reste. On sait qu'on est en banlieue lorsqu'on marche seul sur un trottoir. Le banlieusard ne se promène pas, il rentre chez lui ou en sort. Quand je me suis installé ici en février 1989, ma passion pour les dates, j'aurais dû être prof d'histoire, me disait souvent Karima. Quelques mois avant Vincent Lagarde, il y avait moins de kebabs et de pizzerias et davantage de cafés. Mon premier repas, après mon emménagement, je le pris à la Kémia, le restaurant de couscous qui se trouvait au rez-de-chaussée de l'immeuble. Je me suis installé au fond de la salle, à droite, ce qui est resté ma table jusqu'à ce jour, alors que l'établissement a changé de nom. C'est le Café M depuis 2012. Vue sur la longue file poétique des petits immeubles Rabelais du boulevard Gabriel Péri, qui ressemblent à des ouvriers allant au travail à la queue leu-leu. Si vous avez des questions, des commentaires, ou Patrick. Non, mais au départ, l'idée du roman, c'est que c'était l'histoire d'une femme dont le mari était mort dans un accident de moto et qui était un donneur d'organes. Et son cœur avait été transplanté sur un malade cardiaque. Voilà. Et cette femme cherchait à retrouver l'homme qui avait le cœur de son mari. Voilà. Bon, l'importance du cœur, hein, c'est les Français d'ailleurs qui ont inventé le cœur artificiel. Hein, Rodrigue a-tu du cœur, etc. Donc le cœur, c'est encore plus que le cœur. Et donc quand elle retrouvait cet homme, c'était un être épouvantable. Voilà. Et malgré tout, comme il avait quand même le cœur de son mari, elle s'appliquait à en tomber amoureuse. Ça, c'était le sujet de base. Et je me suis demandé où j'allais le situer. Et je voulais pas que ce soit pareil. Je voulais pas que ce soit en province. Et puis, en plus, moi, à l'époque, j'habitais au métro Varennes. Et puis, de Malakoff, c'est direct. Alors, je dis, je vais le situer à Malakoff. Et j'aime bien aussi le fait que ce soit un nom d'un fort lointain, hein, puisque c'est un fort enfin, tous ceux qui ont lu le Sébastopol de Tolstoï le savent, donc c'est à la fois mitoyen de Paris, donc très près, et puis bon, dans quelques années à peine, ce sera le Grand Paris, et en même temps, à cause de son nom, c'est une ville lointaine. Et j'aimais bien ce mélange entre la proximité de la ville et le fait que son nom en fasse quelque chose d'éloigné. Voilà. Et donc j'ai joint les deux histoires et j'ai écrit ce roman. Voilà. Alors c'était un livre très court au départ. J'avais écrit un peu forcé parce que j'avais un problème de contrat avec un éditeur et il m'a dit c'est trop court. Alors j'ai pris chaque page du livre et il fallait que j'en fasse 2. et en fait c'est une expérience que j'avais jamais faite et c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte que dans une page il y en a 2, peut-être même il y en avoir 3. Et à mesure qu'on cherche dans la page, comme quand on cherche quelque chose en forêt ou bien un objet qu'on a perdu dans un appartement. Et c'est ce que disait Faulkner. Il disait il faut écrire tout. Et bon, moi, j'ai plutôt un partisan de l'ellipse, mais là, j'étais un peu obligé de suivre le principe faulknérien, sinon mon éditeur allait me jeter, quoi. Et donc, chaque page a... Mais en même temps, c'était à la fois... C'était très pénible parce que j'étais obligé de le faire et il y a 2 obligations. Les obligations qu'on se fait à soi-même, on les supporte très bien, et même c'est difficile de vivre sans, mais les obligations qu'on vous impose, elles sont souvent la source d'une rupture, hein, d'une mélancolie, d'une neurasthénie, etc. Donc j'étais assez énervé par le fait de devoir faire cette chose qui pourtant me passionnait. Donc je me souviens qu'en même temps, je regardais des clips de Bollywood. Donc c'est un livre qui est à la fois indien... russe et puis français, quoi. Voilà, c'est un triangle. Et c'est un de mes livres préférés parce que j'aime beaucoup les personnages et surtout celui qui est antipathique parce que
il y a beaucoup de choses chez les gens antipathiques, en fait. Souvent, il y a beaucoup de traumatisme et il y a énormément de réflexion, de finesse chez eux. Et dans ce elle, Karina, c'est une femme extraordinaire, mais et lui, malgré tous ses défauts et toute sa colère et sa frustration, il est quand même fou d'elle. Et d'ailleurs, bon, comme il est dit au début du livre, il en mourra, quoi. Moi, je préfère que les gens connaissent tout de suite la fin du livre, parce que c'est pas intéressant, finalement. Même si on sait qu'Anna Karénine va passer sous un train, on continue de le lire, parce que c'est pas parce qu'elle va passer sous un train que c'est intéressant. C'est tout ce qui se passe avant en elle et qu'on peut décrypter, analyser, puis être charmé, quoi, par le style. Donc, dès le départ, on sait qu'il va mourir, lui, et que c'est elle qui va le tuer, mais elle va évidemment pas le tuer, elle va le tuer d'une autre manière. Mais au départ, je pensais pas qu'elle lui ferait... Parce qu'elle lui fait un enfant, voilà. Elle fait un enfant avec cet homme désagréable qui a le cœur de son mari, parce qu'elle se dit, au fond, c'est avec le cœur qu'on fait un enfant. Voilà. C'est un raisonnement aberrant, comme il y en a beaucoup. Hein. Il n'y a qu'à regarder les émissions criminelles sur le W9. La plupart des gens sont fous. Hein. Et donc, elle se dit, puisqu'il a le cœur de mon mari, parce qu'elle n'a jamais pu avoir d'enfant avec son mari, hein, puisqu'il a le cœur de mon mari, peut-être que c'est mon mari qui me fait cet enfant. Et dès qu'elle a son enfant, elle va partir, bien sûr. Voilà. Des réactions dans la salle, s'il vous plaît? Des questions? Malakoff, on parle de Malakoff. Enfin, le lycée Michelet. Joël, prof au lycée Michelet, justement. Il a peut-être rencontré un film. Non, mais moi-même, quand j'assiste à une conférence, j'ai horreur du moment des questions. Alors, voilà. Est-ce qu'on se sent coupable de ne pas en poser une, ou on n'a pas vraiment envie, donc on peut sauter les questions. Hein. Mais c'est pas seulement sur le livre, hein. Comme je le disais, Patrick Besson aborde toutes les questions politiques, philosophiques, historiques. Hein. Ouais, donc, là, n'hésitez pas. D'ailleurs, là, l'engagement, le personnage principal, en dehors du fait qu'il adore faire du vélo, mais il n'est pas vraiment engagé politiquement. Il n'y a pas de problématique politique. C'est juste qu'il voit... c'est sur toute une vie, donc il voit évidemment la ville dans laquelle il vit, le pays surtout dans lequel il vit, changer complètement, quoi. Ils ont notamment une grande conversation que j'ai eue moi-même en 1989 après le défilé excentrique qu'il y a eu sur les Champs-Élysées, qui était magnifique en fait. Mais évidemment, comme tout ce qui est nouveau, ça a choqué. Oui, je me permets de réagir. Je lis un passage où vous dites Châtillon est en quelque sorte un anti-Malakoff, où peu de choses ont changé depuis 1925, c'est ce qu'on disait au début, date à laquelle les communistes ont conquis la ville, certes. Et l'un des attraits du communisme est de conserver le passé que le capitalisme démolit afin de faire du profit avec de nouvelles constructions. Entreprises, voies de communication. Oui. J'aime le communisme, je rajoute, pour son conservatisme. Oui, ça me rappelle que... je crois que c'est Polanski. Oui, c'est le type qui a fait le film sur Mozart. Comment il s'appelait? Miloš Forman, voilà. Ben voilà. Et quand on pose une question intelligente, tout le monde répond. Et ben, Miloš Forman a été obligé de tourner à Prague les scènes qui se passaient à Vienne, parce que Vienne avait trop changé par rapport à Prague. Et donc, c'est en pensant à ça que... C'est vrai, c'est comme... ouais, on se sent toujours obligé de changer les choses, alors que... Par exemple, moi, l'une des villes les plus visitées, les plus aimées, c'est une ville où il n'y a absolument rien qui a changé, c'est Venise. Ouais, on l'a laissé tel quel. Et ce que les gens viennent voir à Paris, bon, pour certains, ils vont voir le centre Pompidou, mais pour la plupart, bon, là, j'habite dans le 18e à Montmartre, etc., ils viennent voir les choses ils viennent voir une ville qui n'a pas changé. Voilà. Donc, l'immobilisme ou le conservatisme, c'est pas forcément quelque chose d'absurde ou de mauvais. Laisser les choses en état, c'est aussi une manière de... Moi, à chaque fois qu'il y a un nouveau ministre de l'Éducation, il essaie de faire une réforme. Et ça foire. Bon. Et moi, j'avais dit un jour, je sais plus à quel président, j'avais dit, mais nommez-moi ministre de l'Éducation, je ne ferai rien. Et je serai encore ministre dans 10 ans.
Je revois encore ce pauvre Luc Ferry quand il était le grand duduche kantien, je l'ai appelé, mais ça ne lui a pas plu d'ailleurs. Et je le revois chahuté par des lycéens, voilà, et comme tous les ministres de l'éducation. Donc c'est une variation autour de cette idée dont participe cette page. Voilà. Nous allons continuer et nous allons passer à la deuxième lecture. Et là, on va prendre le pouvoir, tout le pouvoir aux soviets. Lénine d'ailleurs, c'est pas une phrase de moi. De la même manière que ne mets pas de glace sur un cœur vide, c'est une phrase de Tchekhov qu'il a dite à sa femme avant de mourir, parce qu'il avait mal à la poitrine, alors elle lui apporte de la glace, il ne savait pas quoi faire, il n'y avait pas de médecin. Enfin, lui, il était médecin, mais comme il était malade, il lui a dit « ne mets pas de glace sur un cœur vide ». Ce qui est une phrase très énigmatique quand même, de dire ça à sa femme au moment de mourir, c'est quand même assez... on se pose tous les Tchécoviens se posent la question de savoir qu'est-ce qu'il a voulu dire ce jour-là. Enfin, il a dit un truc après. Il a dit, il a demandé du champagne. C'est très russe. Hein. Il a demandé du champagne et il a bu son champagne. Et il a dit en allemand. Sa femme était allemande. Ich sterbe, ce qui veut dire je meurs. Et là, il est mort. Ah, il n'a pas raté sa sortie. Suite. Mon père était en poste à Paris, où je rencontrais Lénine le 3 mai 1909. J'avais 18 ans et travaillais en bibliothèque. Lénine avait 39 ans et faisait la même chose. Je préparais la deuxième partie du baccalauréat, mais lui, quel genre de diplôme espérait-il à son âge? Une agrégation d'Hindy? Un doctorat de physique quantique? Je n'ai pas deviné que c'était la révolution. J'aurais pu, car il y avait autour de lui de forts volumes de sociologie, de philosophie et d'économie, de quoi assommer toute l'inculte famille Romanov. Il les annotait comme s'ils devaient être leur unique lecteur. Il passait parfois plusieurs dizaines de minutes à écrire, sans faire une rature ni une pause, dans un petit cahier bleu. Je l'ai entendu se plaindre une fois de la pipe odorante de son voisin. Lénine, comme tu le sais sans doute, René, puisque tu as lu sur lui tout ce qui est disponible en langue française, était non-fumeur. Donc ultra minoritaire chez les révolutionnaires, comme chez les contre-révolutionnaires russes qui auront tous vécu leur existence mouvementée dans un nuage de fumée de cigarettes. En URSS, il est interdit de fumer dans les bureaux depuis 1960. Mesure d'hygiène léniniste que vous êtes loin dans les pays dits libres de pouvoir un jour adopter. Les pays libres d'attraper le cancer du poumon. On a vu tout de suite qu'on était deux Russes, alors on s'est parlé. Il aurait pu être mon père, il se contenta de devenir mon prof. Il me criait dessus comme il criait sur tout le monde, avec un extraordinaire pouvoir de séduction. Quand il a lu mes premiers textes de fiction, tendres idylles caucasiennes, promenades sarcastiques dans le Paris bourgeois, tortueux meurtres dostoïevskiens, il m'a dit que j'étais un bon écrivain, mais que ça avait peu d'importance. Il y en avait déjà beaucoup en Russie et partout ailleurs dans le monde. Il ne servait pas à grand-chose, sinon à se regarder en chien de faïence et à tenir des discours pompeux lors de rencontres culturelles internationales qui leur permettaient surtout de voyager gratis. On manquait en revanche d'écrivains révolutionnaires. Il y en avait un seul en Russie, Maxime Gorky. En France, il y avait Anatole France, mais c'était loin d'être un authentique prolétaire. Dickens en Angleterre avait bien décrit la misère, mais c'était pour mieux illustrer les évangiles, aux fortes destinées à faire avaler le petit Jésus aux masses britanniques. Lénine mit plusieurs mois à me convaincre de renoncer à la littérature pour faire de la littérature de propagande, c'est-à-dire son opposé. Je brûlais dans l'une des cheminées de l'ambassade, rue de Grenelle, mes premiers romans, nouvelles, drames et autres essais de littérature non révolutionnaire. Mon père, qui assistait à la scène, se félicita que j'abandonne l'écriture, filière professionnelle incertaine, au profit, pensait-il, d'une carrière dans la haute fonction publique. Dans un sens, il n'avait pas tort. Sans cet auto-da-fé de 1909 à Paris, occuperais-je aujourd'hui ce poste de directeur à l'Union des écrivains? Vladimir me conseilla de cacher à ma famille mes nouvelles orientations politiques. Papa, disait-il, était sans doute un agent de l'Okhrana, comme un diplomate tsariste sur 2 et un social-démocrate sur 3. Les services secrets russes étaient, selon lui, parmi les meilleurs du monde. Ils le sont restés, non?
Je me souviens de nos courses à bicyclette, accompagnées de Krupskaya et d'Inès Armand, deux bonnes pédaleuses. Illich adorait le vélo. Tenir en équilibre grâce à une énergie qu'on fabrique soi-même et se déplacer vite à l'aide de ses propres forces. Il fallait faire attention aux chevaux et aux tramways. Ennemis du deux roues, disait Lénine, comme l'aristocratie et la bourgeoisie étaient les ennemis de la révolution prolétarienne. La belle-mère de Vladimir et sa sœur restaient le plus souvent rue Marie-Rose. L'une pour préparer le repas et l'autre pour dactylographier les articles, tracts, proclamations, essais et missives qu'Oulianov avait écrits pendant la nuit dans la cuisine ou pendant le jour en bibliothèque. Nous traversions le parc Montsouris, qu'Inès appelait le parc Montsourire. Peut-être parce que Vladimir et elle allaient s'y embrasser quand le Parti social-démocrate agité leur laissait un moment de répit. Quand ils étaient ensemble, ils s'illuminaient l'un l'autre. On se sentait en leur présence effacés du monde. C'était un sentiment pénible pour moi et ça devait être pire pour Krupskaya. Vladimir et Inès adoraient être en tête-à-tête car il aimait ce qu'elle disait et il disait qu'il l'aimait. Lénine détestait le quartier de Montparnasse, rempli, disait-il, de jeunes bourgeois drogués ou alcooliques qui se prétendaient peintres ou écrivains alors qu'ils étaient les parasites de la classe ouvrière dont il n'avait du reste pas la moindre idée de ce qu'elle était. S'attabler chez Bullier, à la closerie des Lilas, à la Rotonde et au Dôme était par surcroît au-dessus de ses moyens. Il gardait son maigre pécule pour acheter des timbres ou des livres qu'il ne trouvait pas en bibliothèque. Aux terrasses opulentes du carrefour Vavin et de l'avenue de l'Observatoire, il préférait les rades pour Prolo de la Porte d'Orléans, le quartier le plus triste de Paris. Il y avait de la tristesse chez Lénine. Il ne la chassait pas en lisant, car pour lui la lecture était un travail, peut-être même un labeur. Il aimait en revanche coudre des boutons. C'est la seule activité manuelle que je lui ai vu pratiquer, avec regonfler les pneus de son vélo. En revanche, incapable de poser une rustine après une crevaison. C'est Inès ou moi qui nous y collions. On avait parfois l'impression qu'il faisait tomber ses boutons exprès pour pouvoir les recoudre après. Mais avec 4 femmes à la maison, il avait du mal à récupérer la boîte à couture. Krupskaya disait qu'aucun autre social-démocrate ne perdait autant de boutons en une seule semaine. C'était un petit homme toujours en mouvement, comme si la dialectique lui mettait des fourmis dans les jambes. Il avait des cheveux roux et la peau blanche qui va avec et qu'il conserverait jusqu'à sa mort, au contraire de ses cheveux. En juin 1909, il était revenu de Nice, où il avait logé à l'hôtel Oasis, proche de la gare. Ce fut aussi la première adresse niçoise de Tchekhov. Il y a du reste, en face de l'hôtel, une impasse Tchekhov. À quoi mène la célébrité littéraire mondiale? Donner son nom à une impasse de Nice. Lénine n'avait pas bronzé, à peine rosi. À l'époque, sur la promenade des Anglais, les chaises tournaient le dos à la mer et donc au soleil, la plage de Nice étant orientée au sud. Un teint allait vous classer dans la catégorie des travailleurs, donc des pauvres. Les bourgeois et les bourgeoises gardaient la pâleur de leurs bureaux et de leurs boudoirs. Comme les peintres impressionnistes, dont les collectionneurs russes furent les premiers acheteurs, Lénine aimait travailler en plein air. Le marxisme n'était-il pas une nouvelle façon de représenter la nature? La lutte des classes des couleurs. Chaque soir, Illich prenait la ligne Porte d'Orléans, Porte de Clignancourt à la station toute neuve Mouton du Vernet et descendait à la gare du Nord, 22 minutes de trajet, où il glissait son volumineux courrier dans le wagon postal du train pour la Russie. Il admirait le métro parisien et disait qu'une de ses tâches prioritaires, quand il aurait accompli la révolution mondiale, serait de faire le même à Moscou, mais en plus grand, car les Russes sont plus grands que les Français. Sauf lui. Il ne supportait pas les fenêtres fermées. Il fallait qu'il ait froid pour pouvoir penser et écrire. N'a-t-il pas lancé son offensive révolutionnaire finale au début de l'hiver 1917 ? Le début de l'hiver chez nous est aussi réfrigérant que le cœur de l'hiver chez vous, voire davantage. En décembre à Paris, Lénine préférait mettre un pardessus à l'intérieur de l'appartement plutôt que de ne pas sentir l'air du dehors glisser sur son visage ou dans son cou. Même plus tard, quand il logerait au Kremlin. Les Russes sont frileux, tu l'as sans doute remarqué à l'intense chaleur qui règne dans nos bureaux, comme dans nos salles de réception.
Entrer chez Lénine était pour ses collaborateurs comme pour ses serviteurs une épreuve dont il revenait transi, se précipitant ensuite sur le premier poil venu. Il n'aimait pas être photographié, ce qui est souvent le cas des dictateurs laids, à l'exception de Staline et d'Hitler. On a donc peu de portraits de lui. On s'est rattrapé en installant dans chaque ville du RSS une statue monumentale le représentant en train de faire un discours, car il était sans cesse en train de faire un discours. À Paris, on allait beaucoup au cinéma. C'était un art jeune et Lénine aimait la jeunesse. C'est avec l'aide des jeunes que les vieux font la révolution, disait-il. Sans eux, ils resteraient à l'abandon au fond des cafés. Au fond des cafés de la Porte d'Orléans. On emmenait Inès, dont Illich ne pouvait pas se passer, même dans le noir. Nous vîmes Hamlet de Carlo Rossi, ce gros bavard de Shakespeare adapté pour le cinéma muet. Tu n'as pas assisté à ça, René. Chaque avancée technologique tournait au bout de quelques années en ridicule. La télévision en noir et blanc a l'air de quoi maintenant qu'il y a la couleur dans laquelle tu feras des téléfilms? Lénine ne comprenait pas Hamlet. Était-ce si compliqué de liquider un oncle? Il en liquiderait lui-même des milliers quand il serait au pouvoir. Sauf que ce ne seraient pas les siens, mais ceux de ses adversaires. La Gaumont avait ouvert au but de Chaumont un studio de 10 000 mètres carrés, où aujourd'hui l'ORTF tourne des feuilletons et des téléfilms orientés à gauche pour embêter ton De Gaulle. Je me souviens de La chute de Troie et de La fin de Paganini, au Gaumont Palace. Les films qu'on a vus ne nous servent à rien. Pourquoi alors continuer d'aller au cinéma? Lénine était fasciné par le public conquis, bien que celui-ci fûmât trop à son goût. Il était parfois obligé de quitter la salle gigantesque pour aller respirer un peu d'air sur la place de Clichy. Inès aurait voulu l'accompagner pour cueillir un ou deux baisers sur ses lèvres pincées par une réflexion incessante, mais Lénine lui intimait l'ordre de rester avec moi. Il ne voulait pas la priver du spectacle. Le Palace était alors le plus grand cinéma du monde. 3400 places, un orchestre de 30 musiciens. Nous y passâmes de nombreuses soirées à regarder avec le peuple de Paris diverses clowneries qui nous en apprirent beaucoup sur l'art de manipuler les masses avec les images. Avec 3400 hommes déterminés, tu fais une révolution, disait Lénine en sortant. Nous rentrions dans le 14e arrondissement à pied. Ayant laissé nos vélos rue Marie-Rose, Lénine avait peur qu'on ne nous les fauche pendant le film. Ou bien on prenait son cher métro. Alors Lénine, dictateur. Ben oui, la dictature du prolétariat. Ouais. Non, là, effectivement, moi, ce qui m'a... dans ce livre raconte en réalité l'histoire d'un jeune banquier qui se retrouve à Moscou en 2018, je crois. Enfin, de nos jours, quoi. Et il est le fils d'un réalisateur de télévision français communiste et qu'on retrouve dans le roman en 1967, c'est-à-dire au 50e anniversaire de la révolution russe. Et lui-même, ce réalisateur de télévision, c'est construit comme des poupées russes, hein, le livre. Donc, à l'intérieur le réalisateur de télévision fait la rencontre d'un personnage qui s'appelle Dodikov, et dont l'originalité est d'avoir sciemment et volontairement, et même avec enthousiasme, abandonné son talent littéraire au profit de la Révolution. Il décide que la Révolution est plus importante que la littérature. Bon, et à partir de là, il va se mettre complètement, il va mettre sa plume, son talent, son courage, sa force au service de la Révolution et puis de l'État soviétique. Et là, c'est lui qui parle à ce moment-là. Et lui-même va donc raconter comment il a rencontré Lénine en 1907, 1908 à Paris. Voilà. Donc c'est 4 époques en réalité qui se croisent. Enfin, j'ai essayé de les faire se croiser dans ce livre. Bon, le passage qui a été lu là, Lénine, il y a deux choses, c'est qu'il vivait avec 4 femmes.
et assez longtemps. Je veux dire, il vivait avec son épouse, sa sœur, sa belle-mère et sa maîtresse, qui était Inès Armand, ce que les Russes ont mis des dizaines d'années à accepter de dire. On a des textes, j'en cite un d'ailleurs dans mon livre d'Inès Armand, qui sont absolument bouleversants, parce que on peut dire que c'était une des premières victimes de la Révolution russe, parce que quand elle a vu comment ça tournait, ça a été quand même une épreuve énorme pour le peuple russe, hein, et pendant plusieurs décennies, mais notamment pendant la guerre civile. Et donc, il y a un texte d'elle qu'elle a écrit dans son journal. Elle était dans une gare un peu, d'ailleurs, comme ça ressemble un peu à la fin de Tolstoï. Elle est morte dans une gare comme Tolstoï, après avoir écrit que ça avait été trop, quoi. Par rapport à ce qu'elle avait espéré, par rapport à ce dont ils avaient rêvé, Lénine, sa sœur, elle, les bolcheviks, les sociodémocrates, cette espèce de cafouillage énorme et de catastrophe planétaire qui a été cette révolution à son début, hein, parce qu'après, on peut en parler. Mais donc, c'est dommage qu'on ne trouve pas ce passage. Moi, c'est celui que je préfère dans le livre. C'est pas moi qui l'ai écrit, donc. Mais bon. Et voilà. Donc c'est ça Alors, on peut plus. Enfin, non. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 1967, je suis allé à l'Humanité pour consulter les journaux de 1967. Enfin, les Humanités de 1967. C'était le 50e anniversaire de la Révolution. Et il y a eu un sondage fait auprès des Français pour savoir si c'était une expérience plutôt positive ou plutôt négative. Et c'était à 72% les Français, qui étaient pourtant pas tous de gauche ou pas tous communistes, on considérait que c'était une positif. Et en fait, pratiquement toute la presse française de l'époque et les médias ont salué le 50e anniversaire de la Révolution comme d'un véritable progrès social, économique, bref, culturel. Et il n'y a eu qu'un petit groupe qui a protesté, mais c'était une dizaine d'intellectuels. Et ça m'a amusé de comparer, enfin de faire se rencontrer. J'aime bien se faire se rencontrer dans mes livres des personnages réels et des personnages inventés, mais aussi j'aime bien se faire se rencontrer les époques. Et c'est le choc entre ces deux visions de cet événement par des gens qui n'y ont pas participé et qui ne sont pas a priori favorables. Je veux dire, on ferait aujourd'hui un sondage en France pour savoir si on n'aurait pas les mêmes chiffres. Voilà, ça m'a aussi intéressé. Bon, et puis le personnage aussi, puisque ça, c'est vrai que l'ORTF... Moi, ma théorie, c'est que mai 68, c'est à cause de l'ORTF. Parce qu'en fait, c'est à cause de Thierry Lafronde et de Yannick Aimé. Et parce que tous les petits garçons de mon âge, enfin, plus vieux, quand ils voyaient Thierry Lafronde, ils avaient envie de devenir Thierry Lafronde, donc de bouter les aristocrates, en l'occurrence, là, c'était des Anglais. Mais bref, avec une bande de copains dans la forêt, et puis boum, on leur saute dessus. Et, voilà. Et Yannick Aimé, c'était une infirmière, une prolétaire. Et puis il y avait évidemment Vidocq aussi, donc qui était l'éloge des voyous, quoi. Et Arsène Lupin, et ainsi de suite. Donc, en fait, la culture populaire française qui passait par l'ORTF, par les médias, était une culture de gauche, voire d'extrême gauche, ce qui est, me semble-t-il, plus du tout le cas aujourd'hui. Alors, ça m'amusait aussi de rappeler ça, de rappeler à quel point les choses avaient changé d'un point de vue idéologique. Et qui étaient ces intellectuels qui trouvaient que c'était très négatif? Mais oui, mais justement, c'était pas justement des intellectuels célèbres. C'était pas Raymond Aron ou c'était pas Jean-Paul Sartre qui était encore vivant. C'était pas il n'y avait pas encore les nouveaux philosophes, donc ils étaient encore à l'école, donc ils n'ont pas pu protester à ce moment-là. Ils devaient avoir non, quand même, en 67, ils avaient 20 ans, ouais, mais ils n'étaient pas encore philosophes ou je sais pas. En tout cas, ils n'ont pas protesté. Voilà. Donc c'était assez étonnant de voir comme ça dans le Figaro un entrefilet pour dire mais quand même il y a eu le Goulag et tout ça. Bon, il n'y a pas eu Solzhenitsyn 74, hein, et donc c'est le grand déclencheur en France, enfin de la pensée anticommuniste. Il y a le mélange Solzhenitsyn
et nouveaux philosophes s'appuyant l'un l'autre. Hein. Mais en 67, c'est pas encore le cas. La critique de la révolution bolchevique est chez les intellectuels encore très très minoritaire. Et je voulais montrer ça dans mon livre, le rappeler simplement. Et puis c'est vrai, bon, d'un point de vue anecdotique, en effet, je veux dire, quand les bolcheviks arrivent au pouvoir, il y a 10% des Russes savent lire. Et quand ils quittent le pouvoir récemment, tout le monde sait lire. Voilà, alors c'est étrange parce qu'en effet, ils apprennent à lire aux masses, mais en même temps, ils leur interdisent la littérature contemporaine, je dirais. Mais ce qui a eu un effet non pervers, à savoir que les Russes ont tous eu une éducation classique très très forte, parce que en musique, donc la musique classique, et puis en littérature, donc tout ce qui... Ce sont de grands 19e et de grands 18e, puisque, en effet, Rousseau, Diderot, Voltaire, tout ça, c'était des auteurs qui étaient très étudiés en Russie soviétique. Et c'est de très, très bons auteurs. Donc, en quelque sorte, ils ont... enfin, la littérature contemporaine était relativement sans intérêt, mais bon, ils la lisaient quand même parce qu'ils lisaient tout. Mais surtout, leur formation était une formation très, très solide, culturellement parlant. Voilà, donc. Puis il y a d'autres avantages. Je les citais l'autre jour à une éditrice anticommuniste avec qui j'avais le malheur de déjeuner. Chez Libre, en plus, c'est très mauvais. Et donc, je disais, mais tu comprends pas qu'en Russie, par exemple, quand tu voulais divorcer, bon, ce qui est un sujet qui peut intéresser certaines personnes, on déposait la demande le matin, on avait le divorce le soir. Bon, il n'y avait pas de pension alimentaire parce que le couple, les deux travaillaient. Quand vous vouliez virer, quand un directeur d'usine voulait virer un ouvrier, qui l'emmerdait, ouais, il était obligé, lui ou ses services, de lui trouver du travail. Il y a un certain nombre de choses, aussi bien la culture, au niveau du sport, au niveau de la vie sociale, qui sont aujourd'hui, qui étaient à l'époque mises en évidence par les médias et qui aujourd'hui sont complètement ignorées. Donc l'histoire de l'Union soviétique... elle reste encore au fond à écrire. L'histoire du communisme reste au fond à écrire, parce que d'abord, ça a été écrit par des communistes, donc ils étaient partie prenante, hein, c'est le cas de le dire, partie prenante même, je pourrais. Ou bien ils sont par des historiens anticommunistes. Mais il faudrait que un historien peut-être du 3e millénaire, fasse le travail de regarder tout le volume, quoi. Voilà, alors moi, je suis pas historien, hein, mais donc je suis tombé comme ça sur des choses qui m'ont surpris et voilà, que j'ai essayé de mettre dans une forme romanesque à l'intérieur de ce livre, dont le titre est effectivement de Lénine. Mais alors, ça a moins bien marché le mien que le sien. Donc, mais c'est Lénine qui disait la politique, ça commence quand on compte par millions. Voilà. Donc Cyril Hanouna ne fait pas encore de politique. Alors on va passer au troisième livre. Allez, là c'est le football. Alors ceux qui aiment pas ça... Ça nous change de tout pouvoir aux soviets, mais c'est assez jubilatoire. Je vous le recommande. La différence entre un match gagné et un match perdu est trop grande, presque inhumaine. C'est ce que j'explique le lundi suivant aux élèves d'Inès. Il me semble jeune pour des terminales. Elle m'a pourtant assuré qu'il y avait plusieurs redoublants parmi eux. Ils m'ont applaudi quand je suis entré dans la salle. Ils me félicitaient pour notre victoire de vendredi. Si on avait perdu, m'aurait-il hué, à l'instar de notre COP après Orléans ? Je commence à être fatigué d'être aimé et haï en alternance pour si peu de choses. Blues de la soixantaine, du coach, de la soixantaine du coach. La terre n'est pas ronde, elle est plate, car c'est un terrain de foot. La seule chose ronde sur terre, c'est le ballon. Y a-t-il un ballon dans cette salle ? Non. Je vous demanderai de l'imaginer. Qui eut l'idée de jouer à la balle rien qu'avec les pieds ? Un paresseux. Il ne voulait pas se baisser pour le ramasser.
Les seules personnes à prendre le ballon de foot à la main sont l'arbitre et le goal qui ne jouent pas. L'un siffle, l'autre arrête. Le joueur, lui, ne veut pas se salir les mains, c'est indélicat. Le football est un sport de paresseux délicat pour lequel, dans le monde réduit à une coupe, se passionnent des millions d'hommes et quelques femmes. Dans ce cas, comment expliquer le phénomène des supporters ? Il est inexplicable. Aussi inexplicable que, par exemple, l'Église catholique. Certains d'entre vous ont déjà assisté à une messe. Ça ressemble à un match de foot. On se lève, on se rassoit, on chante et dans les deux cas, on prie. On prie peut-être plus dans un stade que dans une église. C'est parce que, à la messe, il n'y a pas de suspense. Le Christ va mourir et ressusciter. On ne sait jamais comment se terminera un match de foot. Souvenez-vous du Barcelone-Paris en 2017. C'est pourquoi le supporter prie plus fort que le croyant, si fort qu'il est obligé de crier sa foi. Le football n'est pas un jeu, c'est une croyance. Les gens qui sont entrés dans la prière du foot n'en reviennent jamais. Ils sont encouragés dans leur passion religieuse par beIN, SFR et Canal+ Sport. Un lecteur de l'équipe le lit tous les jours, comme un catholique lit la Croix ou un communiste, un ancien communiste selon la formule consacrée, l'Humanité. Les apprentis philosophes de Germaine Tillion restent bouche bée. Ils s'attendaient à de la philo et se retrouvent au caté. Inès me sourit avec un long regard amoureux. Je reprends. En quoi consiste le football ? Prendre quelque chose à l'autre. C'est une métaphore du vol, donc du capitalisme. J'ai le ballon, c'est mon capital, vous essayez de me le prendre par des moyens légaux. Vous userez dans ce but d'une stratégie et d'une tactique comme toutes les multinationales. Chaque joueur sait qu'en s'appropriant le ballon aux dépens d'un adversaire, il fera faire du profit à son équipe, donc à lui-même en tant que joueur actionnaire. Le football n'est pas que du capitalisme. C'est du capitalisme sauvage. Le CDI n'existe pas. Vous aviez 10 ou 11 ans en 2010 quand l'équipe de France a fait en Afrique du Sud une grève d'une demi-heure. 30 minutes d'arrêt de travail. De quoi faire hurler de rire toutes les directions syndicales, y compris celles de FO. Cela a pourtant été un scandale national et international. Les joueurs de foot ne sont même pas des prolétaires, ce sont des esclaves. La preuve, 2 fois par an, ces périodes qu'on appelle les mercatos et dont celui de l'été s'est terminé hier, juste à temps pour que le club de Y cède Rachid Akouk à un club turc. Les clubs vendent des joueurs et en achètent, empruntent et en prêtent et en empruntent, la plupart du temps contre leur gré. Cela ne choque ni les démocraties, ni les dictatures, pas plus que les pays européens, que les nations africaines. Pourtant, c'est ni plus ni moins du trafic d'êtres humains, commenté avec enthousiasme par les journalistes du monde entier, surtout quand les transferts de joueurs atteignent des sommes colossales. Le foot, c'est la bourse. On devrait changer son nom, l'appeler le Bourse Ball. J'achète un joueur 3 millions en espérant le revendre 30 dans quelques mois. Le caractère immoral, archaïque, voire criminel de ces pratiques semble ne choquer personne. Pourquoi ? À cause du ballon que je vous ai demandé d'imaginer tout à l'heure. Maintenant, rêvez que vous jouez avec. Vous verrez alors que la vie est ronde. Pourquoi cet amour du foot ? Ça, je sais pas. Oui, c'est récent en plus. Normalement, on joue au foot avec son père, on va au match à 8-10 ans, on joue dans une petite équipe et puis on arrête au bout de 7-8 ans parce qu'on n'est pas doué. Mais moi, j'ai jamais joué au foot. Enfin, si, j'ai joué une fois au football là, dans mon lycée. J'ai été blessé. Oui, parce que le foot, c'est quand même un sport où il y a tout le temps des blessés. C'est rare. Je veux dire, au basket, au handball, au tennis, vous n'avez pas des blessés. Mais là, c'est comme quoi, c'est pas tout à fait complètement un sport. C'est quand même un peu la guerre parce qu'on est blessé. Et moi, lors de mon premier match, j'ai eu une foulure. J'ai été blessé au pied gauche, comme Neymar. Et d'ailleurs, mon père m'a emmené à l'hôpital.
Et après, j'ai pas joué pendant... Oui, je suis revenu de blessure à 15 ans. Et là, j'ai fait une partie en Angleterre. On a perdu 20-0. Et là, j'ai arrêté. Voilà. Alors, pourquoi le football? Parce que je sais pas quand est-ce que ça a commencé, ni pourquoi, en fait. En tout cas, très vite, je me suis mis à... Enfin, au départ, dans ce roman, la première idée que j'avais, c'était quelqu'un qui entamait une liaison avec une femme très jeune et il se rendait compte qu'il avait eu une histoire avec la mère, voilà. Mais au bout d'un certain temps seulement. Et il se demandait si, par hasard, c'était pas sa fille. Voilà. C'était le début de l'offre, en quelque sorte, comme dit. J'aime bien l'histoire de Nabokov quand on lui a demandé comment vous avez eu l'idée d'écrire Lolita. Et il répond, c'est un jour en regardant dans un journal, on avait donné un feutre et une feuille de papier à un singe, et il avait dessiné les barreaux de sa cage. Et alors, j'ai passé des années à me demander ce que Nabokov avait voulu dire, en fait. C'est un peu pareil. Je ne sais plus du tout. Alors, il y a un moment où ma passion pour le foot, tout ce qui vient d'être dit là, c'est en fait le narrateur du livre, c'est un entraîneur, il s'appelle Elvis, et la jeune femme avec qui il va vivre lui propose de faire un exposé sur le football dans sa classe de cette ville dont il est l'entraîneur. Donc j'ai été, je dois dire, bon, les matchs c'est bien, mais le milieu, tout ce qui s'y passe, la rapidité des choses, l'intensité, la violence, cet argent énorme qui va dans tous les sens. Et en même temps, ce qui m'a frappé, c'est ce qui m'a touché aussi, c'est la culture. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont capables de vous dire combien de buts Rennes a mis à Saint-Étienne en 1963, qui était le joueur et de quelle couleur était le maillot. Et ils sont presque tous comme ça. Là, il y a un championnat, il y a la L1, l'L2 et la nationale. Il y a 20 équipes à chaque fois. Ça fait 60 équipes. Où chaque équipe a à peu près 20 joueurs. Ça veut dire qu'il y a 1200 joueurs. Et il y a les vrais amateurs de football, ils connaissent les 1200 joueurs. Et ils connaissent non seulement leur nom, mais aussi ce qu'ils ont fait avant. Et alors, espèce de mélange de culture, de rapidité, de violence, je me suis dit, ça, c'était très littéraire pour moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'inclure mon histoire d'inceste, qui n'en est pas un, je vous rassure, et de football, et de mélanger les deux, en fait. Ce qui a donné ce livre, en réalité. Bon, il y a d'autres... donc, en fait, l'histoire de ce livre, c'est donc Elvis qui vient d'être acheté. Il était par un club du sud-ouest de la France, enfin plutôt du centre, qui vient de monter en L2, qui veut aller en L1. Et il est engagé pour faire monter ce club. Et donc, il assiste à son premier match qu'il n'a pas entraîné. C'est l'entraîneur précédent. Et là, il voit qu'il y a un joueur qui est complètement nul, quoi. Et il se dit, mais c'est pas possible, c'est un arrière central. Un numéro 6, je crois. Et donc, il dit, non, je peux absolument pas garder ce mec-là. C'est pas possible, je vais le virer, je vais le vendre. À qui le vendre, alors? Dans ces cas-là, on dit, on va le vendre aux Turcs. Je sais pas pourquoi les Turcs... Il récupère les joueurs français. Mais voilà, mais le problème, c'est qu'il va tomber amoureux de la femme de ce joueur. Voilà. Et donc, après, on a aussi ça a fait beaucoup rire Eric Cantona quand je lui ai raconté, parce que j'ai vu beaucoup de joueurs, pour notamment des champions du monde. Enfin, lui, il ne l'est pas d'ailleurs, mais j'ai vu Pires aussi. J'ai imaginé un arbitre, parce qu'il est très, très déprimé, quoi, parce que c'est pas marrant d'être arbitre. Ils ne sont jamais interviewés, d'ailleurs, les arbitres. Ça doit être un peu pénible. Et l'arbitre, il en a tellement marre un jour qu'il prend le ballon, il va mettre un but, quoi. Et Cantona, il m'a regardé comme ça. Ah. Bon, j'ai aussi un autre truc qui s'est jamais fait dans le football, c'est que j'ai deux joueurs qui vont tomber amoureux l'un de l'autre et qui vont se marier. Voilà. Et ça non plus, ça. Ça, quand j'ai dit ça à Cantona, il m'a dit ça, tu devrais pas le faire. Il y en a un face à nous, je sais, ouais. Non, son outing, ouais, mais il s'est suicidé depuis, d'ailleurs. Enfin, il s'est suicidé à 40 ans, bon, ce que je dis. Non. Qui était le gardien de Nancy et qui a aussi avoué
mais bien plus Ah. tard que sa carrière. Et d'ailleurs, il y a un personnage qui est une amie de l'héroïne qui... l'entraîneur lui dit mais il n'y a pas d'homosexuel dans le football, et elle lui répond mais pourquoi alors les joueurs essayent tout le temps de se sodomiser à chaque fois qu'ils ont mis un but. Voilà, donc c'est un peu une tragicomédie romantique avec le foot comme j'ai essayé dans ce livre aussi que le ballon circule, que les personnages circulent aussi vite qu'un ballon sur un terrain de foot, quoi, que ce soit que ça ait un mouvement footballistique, voilà, tel que Neymar et récemment Mbappé hier soir le définissent, quoi, c'est-à-dire une espèce de volupté dans le mouvement. Voilà, j'ai essayé de restituer ça dans le texte même. C'est ça le plus bon. Mais c'est vrai, le problème, c'est quand on écrit sur quelque chose après, c'est comme si on l'avait enterré, quoi. Des fois, je me dis, mais pourquoi je me suis intéressé au football tellement? Ouais, c'est passionnant, exactement. Mais alors, ce qui est formidable, par exemple, dans l'équipe, c'est qu'ils sont capables, lundi, mardi, mercredi, de vous faire le même article sur Mbappé, en prenant un angle différent. Ça aussi, c'est très littéraire. C'est comme les évangiles, avec 4 narrateurs qui racontent la même histoire. Et là, c'est pareil. C'est très littéraire aussi. Enfin, les joueurs de foot ne sont pas des grands lecteurs, mais... Et en même temps, pour être un grand joueur de foot, il faut être très, très intelligent. Parce que c'est l'intelligence, c'est l'imagination, l'attention. Et il faut connaître le caractère de chacun pour savoir où est-ce que ça va aller. Par exemple, pour les pénaltys, je veux dire, tous les joueurs analysent les arrêts des pénaltys de tous les... Alors surtout maintenant avec Internet et avec ce qui a été la vidéo et tout ça. Donc, ce sont des gens qui s'arrêtent jamais, quoi. C'est pas les 35 heures. Et puis il y a aussi, c'est ce que j'explique un peu dans mon livre, il y a aussi le prolétariat. Il y a aussi des gens de National qui touchent entre 1000 et 1500 euros par mois et qui, pareil, jouent comme les professionnels chaque semaine et s'entraînent comme les professionnels chaque soir, s'ils ont des amateurs, ou chaque matin. Donc c'est tout ce monde-là que j'ai essayé de transmettre dans mon livre. Voilà. Sur le foot qui dit c'est quoi le foot? C'est 22 joueurs, 22 gamins qui courent derrière un ballon de foot, et c'est toujours les Allemands qui gagnent à la fin. Ah, vous passez ça pour demain, c'est ça? Ouais. Ouais. Enfin là, en l'occurrence, cet été, non. Ah, moi, j'adore Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, qui est un Allemand, et je l'ai cité d'ailleurs en exergue dans ma phrase, et dit mon drame dans la vie, c'est que je dis beaucoup trop de conneries et tout le monde s'en souvient. Il y a aussi un exergue de Benzema qui dit moi on peut me tuer, je dirai jamais rien. J'aime beaucoup cette phrase. Et alors j'ai mis un avertissement au début, c'est que le livre doit être lu en 3 heures, voilà. C'est-à-dire le match aller et le match retour. Et sans les prolongations, hein, parce que... Oui, mais alors, vous pouvez prendre évidemment un quart d'heure dans chaque match. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord remercier encore très chaleureusement Patrick Besson. Vous invitez aussi, et vous avez le choix, entre 1, 2 ou 3 livres. Je vous conseille les 3. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est réunis ce soir. Et Patrick Besson se fera un plaisir de vous le dédicacer. Et je voudrais aussi remercier Nicolas d'Ambroise, qui nous a lu des textes. Et donc, nous allons passer à la dédicace. Et puis, seuls ceux qui seront fait dédicacer un livre pourront boire un coup. C'est le deal. C'est le deal. Bonne soirée, merci. Et à bientôt au buffet.